Merci d'écouter Détour vers le futur, le podcast du Quai des Savoirs. Chaque mois, nous donnons la parole à des scientifiques et aujourd'hui, nous discutons des liaisons dangereuses entre enfants et écrans. Selon le baromètre du numérique 2025, plus de la moitié des répondants adolescents, les 12-17, passent plus de 5 heures en moyenne par jour sur son smartphone en temps récréatif. Et récemment, on a pu lire que nous scrollerions avec notre petit pouce plus de 145 km par an sur l'écran de notre smartphone, soit plus de 3 marathons. Des chiffres qui donnent littéralement le tournis pour nous adultes, mais qu'en est-il des enfants ? Quelles sont leurs pratiques et quels impacts ont les écrans sur leur développement ou sur leurs apprentissages ? Notre premier invité aujourd'hui est Servane Mouton, neurologue et neurophysiologiste spécialisé en psychopathologie des apprentissages. Vous avez coprésidé la commission mise en place par le président de la République qui a abouti en 2024 au rapport Enfants et écrans à la recherche du temps perdu. Depuis, vous défendez l'idée qu'il est encore temps d'agir face à ce que vous considérez comme un désastre sanitaire, pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage. Bonjour Servane Mouton. Bonjour. Notre seconde invitée est Valérie Tartas, professeure de psychologie du développement à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et directrice adjointe de l'unité de recherche cognition, langue, langage, ergonomie. Vos travaux de recherche visent à mieux comprendre comment les enfants apprennent et se développent et vous allez nous expliquer ce que vous savez du rôle des écrans dans ces processus. Bonjour Valérie Tartas. Bonjour. Dans les dernières statistiques de l'ARCOM et de l'ARCEP, les agences nationales en charge de l'audiovisuel et du numérique, il y a entre 5 et 6 écrans dans chaque foyer français, avec une augmentation notable du nombre de smartphones, alors que le nombre de téléviseurs, lui, reste stable. On peut donc dire que l'exposition aux écrans est très forte, ce qui est d'ailleurs confirmé par le temps moyen qu'on leur consacre. Environ 7 heures par jour pour un adulte, et tu l'as dit Marina, jusqu'à 5 heures par jour pour les adolescents. Et même un peu plus d'1 heure pour les 3-5 ans. Les études montrent aussi que les enfants de moins de 2 ans sont exposés aux écrans, même si c'est officiellement interdit par la loi depuis juillet 2025. Alors pour commencer, dites-nous si cet indicateur de temps d'écran est un bon point de départ pour comprendre les effets des écrans sur les enfants. Servane Mouton, qu'en pensez-vous ? C'est un indicateur à considérer puisque c'est le seul que nous ayons. Mais il faut juste avoir par rapport aux effets sur la santé physique sur lesquels on pourra revenir, le côté sédentarité, vision, sommeil. Il faut de toute façon le prendre avec des pincettes puisqu'il relève essentiellement du déclaratif avec toutes les difficultés d'avoir une évaluation fiable du temps passé par les écrans et par le répondant et par bien sûr le répondant quand il répond pour ses enfants. Notamment parce qu'aujourd'hui, l'idée que exposer de façon excessive un enfant aux écrans est quand même largement diffusée dans la population et qu'il va y avoir une tendance à minimiser les temps d'écran pour rentrer mieux dans les cadres qui ont été préconisés. Donc voilà, c'est une valeur à considérer parmi d'autres éléments. Oui, on suppose que pour les 3-5 ans ou même les moins de 2 ans, ce ne sont pas les enfants eux-mêmes qui répondent de la durée passée. Donc c'est aussi une estimation faite par les parents finalement. C'est une estimation et puis il y a aussi cette tendance à sous-estimer notre temps d'écran parce qu'on perd la notion du temps lorsqu'on est sur des activités récréatives, en particulier sur smartphone, téléviseur, jeux vidéo, etc. Et qui tend aussi à minimiser, en tout cas à niveler plutôt vers le bas le temps que nous y consacrons. Et ces chiffres-là, ils parlent du temps récréatif, mais ils cumulent aussi avec le temps. Enfin, est-ce que vous avez aussi des indicateurs qui cumulent le temps récréatif et le temps scolaire ou professionnel, ou c'est vraiment des éléments récréatifs ? Parce que le smartphone, c'est vrai que l'usage en général, pour la majorité des gens, c'est récréatif, mais quid des ordis, etc. au travail, quoi. Je peux plus parler de ce qui concerne les enfants que ce qui concerne les adultes. Pour les enfants, le temps consacré au côté pédagogique ou scolaire est tellement minime quand on leur demande leur temps d'écran, c'est moins de 10%. Et soit c'est inclus dans le temps scolaire et dans ce cas-là, ils n'entrent pas dans le questionnaire, soit c'est au-delà du temps scolaire et là, c'est vraiment extrêmement minime. Donc, mais ça n'est pas considéré comme le temps d'écran qui est repris par le baromètre du numérique, etc. C'est vraiment uniquement le temps récréatif qui est questionné. Et vous, Valérie Tartas, qu'est-ce que vous pensez de cette donnée du temps d'écran ? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs ou d'autres paramètres qu'on aurait ou qui seraient nécessaires ?
Alors c'est vrai que le temps d'écran, ça parle à tout le monde parce que c'est un indicateur qui est assez facilement, on va dire, évaluable, mesurable. En revanche, dans les travaux en psychologie du développement, c'est souvent une donnée qui est mise au regard, par exemple, de quel type d'écran et comment c'est accompagné par l'adulte. Parce que c'est vrai qu'à temps d'écran, durée de temps d'écran équivalente, il peut y avoir des effets extrêmement différents qui sont montrés dans les études, notamment, par exemple, que l'on prenne la télé ou certains types de jeux sur écran, le fait qu'il y ait un accompagnement parental, le fait que, par exemple, on puisse discuter pendant, après ou même avant avec les parents. Du coup, cet effet de temps, disons, pur, est minimisé par qu'est-ce qu'on en fait réellement et en quoi c'est susceptible, finalement, d'être l'objet de discussions, éventuellement de négociations entre parents et enfants. Donc, il y a aussi cette idée que le contenu, évidemment, est quelque chose de très important et que donc le temps tout seul n'est pas suffisant, quand bien même il est alarmant, disons, par rapport à la sédentarité ou à des effets, comme l'a dit Servan-Mouton, sur la santé. Et par rapport à l'âge aussi, puisqu'on découpe un petit peu les tranches d'âge, on a parlé des préadolescents, on a parlé des adolescents, mais on parle aussi des plus jeunes. Donc la durée passée par les enfants en fonction de leur âge, c'est aussi un paramètre important à prendre en compte. Tout à fait. Oui, mais c'est vrai que j'ai tendance là à avoir en tête les études qui portent plutôt sur une population d'âge scolaire. Il est vrai qu'avant, finalement, l'écran, il n'est pas forcément nécessaire ni souhaitable, on va dire, dans le développement de l'enfant. Donc pour cet aspect-là, je pense qu'on se rejoint avec cette idée de ne pas exposer les enfants. D'autant plus si cette exposition est extrêmement passive, parce que c'est aussi cet enjeu-là de la passivité et d'être simplement réceptacle d'images sans avoir finalement autre chose comme modalité d'action. Alors on parle de plus en plus d'addiction quand il s'agit de qualifier le rapport aux écrans de certains enfants, notamment des adolescents, en particulier avec les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous disent les recherches scientifiques sur ce sujet, Servan-Mouton? Est-ce que l'addiction, c'est le principal effet, finalement, des écrans sur les enfants et sur les adolescents? Le seul trouble du comportement de type addictif qui soit reconnu aujourd'hui dans la classification internationale des maladies, c'est celui en lien avec l'usage des jeux vidéo en ligne et aussi avec les jeux d'argent en ligne, comme c'est vrai hors ligne. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on parle d'usage problématique, on parle d'usage excessif, il y a plusieurs termes, différents termes qui sont utilisés dans la littérature scientifique, mais il n'y a pas aujourd'hui de consensus et pas de reconnaissance en tant que tel, ni pour les autres usages des écrans, dessins animés, etc. Donc le seul trouble du comportement de type addictif reconnu, c'est celui autour du jeu vidéo en ligne ou des jeux d'argent et de hasard en ligne. Mais au-delà du coup de l'addictologie, il y a quand même des impacts de l'usage des écrans ou de la présence des écrans. Quels sont-ils? Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais c'est vrai que c'est bien de le dire clairement. Quelles sont finalement les problématiques ou les problèmes que ça soulève ou que ça engendre chez les enfants notamment? Alors, il y en a beaucoup. C'est ça, c'est un grand tiroir ou un tiroir avec plusieurs petites cases. Disons que même s'il y a écran et écran, comme disait Madame Tartas, il y a quand même des effets sur la santé physique qui sont indépendants du contenu et qu'il faut considérer, avec des vulnérabilités différentes selon l'âge de l'enfant. Si je prends la vision par exemple, l'œil de l'enfant est plus vulnérable aux effets délétères de la lumière bleue. Et la lumière émise par les écrans est riche en bleu et pauvre en rouge. Jusqu'à l'âge de 6-8 ans, le cristallin, qui est cette petite lentille au niveau de l'œil qui laisse passer la lumière, est extrêmement transparente et laisse passer quasiment la totalité de la lumière bleue. Et ceci va favoriser la myopie. C'est vrai jusqu'à 6-8 ans et c'est vrai aussi jusqu'à 14-15 ans. Au-delà, l'œil est assez semblable à celui de l'adulte et va être mieux protégé par rapport à ces impacts. Donc, l'exposition aux écrans ou à la lumière des écrans d'un enfant de moins de 6-8 ans et jusqu'à 13-14 ans va favoriser la myopie. La deuxième chose, c'est l'effet sur le sommeil qui passe aussi par cette exposition à la lumière bleue, avec aussi une vulnérabilité plus forte des enfants pour la même raison, avec une vulnérabilité plus forte au défait de la lumière bleue qui va, d'une certaine façon, donner l'indication au cerveau que c'est le jour et qu'il faut être en veille, et donc retarder l'endormissement
surtout lorsqu'ils sont exposés bien sûr le soir, dans l'heure qui précède le coucher ou dans les 2 heures qui précèdent le coucher, en retardant la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine et qui, elle, va déclencher l'endormissement. Donc en retardant l'endormissement, on décale aussi le temps de sommeil avec une diminution de la quantité du sommeil et aussi une perturbation de la qualité du sommeil. Ça va avoir des effets alors sur la santé globale lorsque cela se répète de façon prolongée, en provoquant ce qu'on appelle la dette chronique de sommeil, mais ça va avoir aussi des effets à court terme en altérant la mémorisation de ce qui a été appris théoriquement dans la journée et en altérant les capacités de concentration le lendemain, parce qu'un mauvais sommeil compromet les capacités attentionnelles du lendemain. Et puis la troisième chose, c'est le côté sédentarité, là, qui est en lien avec le temps d'écran récréatif. Et dans l'étude chez les moins de 18 ans, c'est ce temps qui est utilisé comme indicateur pour évaluer le temps de sédentarité. La sédentarité étant un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le manque d'activité physique, et qui vont donc favoriser infarctus du myocarde, AVC, etc. Donc quand on parle ne serait-ce que de ces effets sur la santé physique, on n'a pas encore parlé des contenus. Et ensuite, sur les contenus, très brièvement, le principal problème en réalité est le modèle économique sur lequel reposent la plupart des applications en ligne, réseaux sociaux, jeux vidéo, mais aussi sites commerciaux, et même d'information pour certains aujourd'hui, qui reposent donc sur l'économie de l'attention, visant à maximiser le temps que nous passons en ligne et à nous faire revenir sur ces sites le plus souvent possible, ce qui conduit justement à ces usages, à ces mésusages, ces usages excessifs ou inappropriés, avec aussi le problème de l'accès au contenu qui soit inapproprié à l'âge, manque de protection par rapport au contenu pornographique, violent, à la cyberpédocriminalité, à des publicités inappropriées, blablabla. Voilà, oui, c'est ça. En fait, au-delà des contenus, c'est aussi ce mécanisme de captation de l'attention qui est très important, qui est développé par les algorithmes des réseaux sociaux et qui justement capte, vous parliez tout à l'heure de mélatonine, mais on pourrait parler de la dopamine, de cette hormone dans le circuit de la récompense qui fait que plus on scrolle, plus on développe finalement cette hormone et plus on est heureux de scroller, quels que soient les contenus finalement. La dopamine est plutôt une hormone de la motivation que du plaisir en elle-même. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de revenir sur ces contenus qui nous procureront du plaisir, mais la dopamine en elle-même, c'est plutôt l'hormone de la motivation que du plaisir. Donc on peut être amené à vouloir aller énormément sur un site, même en n'y trouvant plus aucun plaisir. Mais la motivation est là et nous donne envie d'y aller. C'est un peu plus... Ça fonctionne bien. Ouais. Pour le coup, c'est un levier qu'ils ont très très bien trouvé. Et au niveau de l'apprentissage et du développement par rapport aux enfants, justement, alors là, le pas d'après, parce qu'on parlait de dette de sommeil, d'apprentissage, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont relevées côté éducatif ou côté des suivis scientifiques que vous pouvez faire avec les plus jeunes ? Alors c'est vrai que les aspects sommeil, etc. sont souvent des choses qui remontent par les enseignants. Dans les travaux qu'on mène dans les classes, par exemple, les enseignants font beaucoup référence à cette idée que les enfants, parfois, très tôt le matin ou à certains moments de la journée, ont des difficultés. Il y a effectivement cette idée de pouvoir... voir ces impacts-là directement, par des enquêtes auprès des publics enseignants notamment. En revanche, après, moi, ce que je trouve assez intéressant quand on interroge les enfants eux-mêmes sur les usages qu'ils font, parce qu'effectivement, ils se rendent pas compte des heures qu'ils passent, etc. Donc, il y a quand même aussi des enseignants qui les incitent justement, par exemple, à réfléchir sur les heures qu'ils passent, donc avec des timers ou avec des documents à remplir, à renseigner afin de pouvoir discuter. Et le constat est souvent fait, effectivement, que les enfants ne se rendent pas compte, de la même manière qu'adultes, on ne se rend pas compte non plus si on se prête à l'exercice. Je pense à un enseignant, notamment, qui avait fait l'exercice avec ses élèves, et puis il comparait leur temps qui était assez similaire, finalement. Donc, il y a aussi cette prise de conscience qui doit être coportée, disons, à la fois par les adultes, éducateurs, parents et enseignants et les enfants eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont aussi en demande, souvent. C'est-à-dire, quand on les interroge eux-mêmes, ils disent qu'effectivement, ils ont du mal à s'arrêter, mais si on leur propose autre chose, ils peuvent aussi aller vers cette autre chose, ou même ils le souhaitent. Donc il y a aussi cette... une prise de conscience. Une prise de conscience possible, ou en tout cas une nécessité, quand on est parent ou quand on est éducateur, à pouvoir finalement varier les supports sur lesquels on peut effectivement passer un peu de temps récréatif, mais ensuite on va pouvoir faire autre chose, jouer aussi ensemble avec des vrais jeux, avec des vrais objets, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Bon, on se le note. Et par rapport à la capacité d'attention, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose
chose qu'on entend régulièrement. On entend beaucoup que les enfants ont du mal à se concentrer assez longtemps. Est-ce que ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont mesurées, évaluées, alors quantifiées peut-être pas, mais au moins ressenties par les enseignants? C'est aussi quelque chose d'assez difficile quand on est enseignant, en tout cas, à pouvoir l'évaluer de façon assez certaine. Dans les travaux, il y a une diversité autour des résultats sur l'attention, parce que il y a à la fois des travaux qui vont montrer effectivement que c'est perturbant, ce temps d'écran ou ces jeux sur les écrans, et puis il y a des travaux qui viennent justement dire que, par exemple, des bons joueurs sont aussi ceux qui ont une meilleure attention, une meilleure capacité visio-spatiale, etc. Donc il y a des choses qui sont assez controversées, mais là encore, on compare pas exactement la même chose. On compare aussi, il y a des travaux qui sont faits sur des temps extrêmement cadrés en laboratoire, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on est chez soi, etc. Donc, c'est difficile de dire de façon générale et de façon certaine, à tel âge, il se passe telle chose. Il y a aussi une nécessité d'aller approcher un peu plus finement. Et là, c'est aussi l'intérêt de la recherche avec des méthodes croisées. Il y a pas que la méthode expérimentale, par exemple, mais le fait de faire de l'observation participante dans différents lieux, y compris dans les familles, c'est aussi des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et il peut y avoir aussi un décalage, je crois que ça a été soulevé tout à l'heure, entre les déclarations qui sont faites, tant par les adultes que les enfants, etc. Et puis ce qu'on voit lorsqu'on a la chance de pouvoir observer ce qui se joue en situation. Mais qu'est-ce qui change finalement aujourd'hui sur ce sujet ? Je vous pose cette question parce qu'on a souvent pointé du doigt les écrans comme un problème dans le développement des jeunes. Avant les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, on s'inquiétait de l'impact de la télévision sur les enfants et en particulier de l'impact des images violentes diffusées dans les infos ou dans les films. Comme en témoigne ce reportage sur le terrain dans un collège en région parisienne. Nous étions en février 1989 sur Antenne 2. Un journaliste enquête auprès des collégiens pour comprendre ce qu'ils regardent à la télé et l'effet que ça produit sur eux. Quels sont ceux dont les parents les empêchent de regarder des films d'horreur parmi vous ? Moi. Et vous les regardez quand même, je présume ? Moi, ouais. En colonie. La première tentation parentale, c'est donc l'interdiction ou à défaut le bon vieux carré blanc, puisque 61% sont partisans de son retour sous une forme ou une autre. Et pourtant, pour les spécialistes de la question, la violence peut avoir des aspects positifs. Je ne pense pas qu'il faille censurer, je pense qu'il faut montrer les unes et les autres. Et je crois, ce qui me paraît très important, c'est que les parents puissent, pendant et après ces émissions, discuter avec leurs enfants, communiquer avec eux, et qu'au fond, je dirais pas la consommation, mais la perception de l'image télévisée, de la séquence télévisée, soit quelque chose qui ne soit pas une espèce de produit fini, mais que ça puisse donner l'objet à des discussions, à des échanges et à des communications au sein du milieu familial. Alors ce monsieur qu'on vient d'entendre, c'est le docteur Zeller, chercheur à l'INSERM à l'époque. Et c'est vrai que toutes ces discussions, ça résonne beaucoup quand même avec notre discussion de 2026, très actuelle. Alors à propos des écrans, bien sûr. Alors c'est plus la télé aujourd'hui, mais c'est le smartphone. Servane Mouton, quelle principale différence voyez-vous aujourd'hui par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans le reportage et par rapport à ces années 90-2000 versus les outils qu'on a aujourd'hui en 2026 ? Le questionnement de fond reste le même, c'est est-ce que des images choquantes posent problème dans la construction d'un enfant et d'un adolescent ? Donc certaines réponses sont similaires. Alors bien sûr, il faut déjà prendre en considération l'âge de l'enfant. Entre regarder un contenu pornographique hyper violent à 6 ans et le voir à 17 ans, très vraisemblablement, les effets ne sont pas les mêmes. Et peut-être qu'on ne pourra pas rentrer dans ces détails de type de contenu, etc. Ce qui a changé quand même, il y a deux choses qui ont changé fondamentalement, c'est le raffinement des procédés d'économie de l'attention. Les objectifs, il y a 40 ans, de la télévision étaient les mêmes qu'aujourd'hui. On se souvient de la phrase de Patrick Lelay, TF1, nous vendons du temps de cerveau disponible. C'était déjà ça à l'époque, c'était vendre des espaces publicitaires. Aujourd'hui, ça reste le même objectif, mais avec une connaissance bien plus fine du fonctionnement cérébral et avec des mécanismes de captation de l'attention qui se sont tellement rapprochés de ce que nous recherchons pour proposer des contenus personnalisés, d'optimiser les stimuli visuels, auditifs qui vont faire en sorte que nous soyons très captifs, mais pas saturés. Enfin voilà, tout est savamment dosé pour que nous restions en ligne, voilà, que nous soyons captifs en ligne. Donc là, ce sont vraiment deux univers numériques différents ou digitaux différents. L'autre chose qui a changé, c'est le côté très mobile des outils mobiles, justement. Entre une télévision fixe dans un salon familial
et un smartphone qu'on emmène partout, y compris dans sa chambre et dans les toilettes et dans les transports en commun, ben voilà, ça n'est pas non plus le même usage, ni en temps, ni en contenu, puisqu'on est beaucoup plus à même de regarder ce que l'on veut, comme on veut, et à tout moment. Oui, maintenant, c'est vrai qu'on parle de temps blanc et on dit alors j'utilise le moindre temps blanc pour faire mon cours de Duolingo. C'est vrai que c'est assez effrayant, cette idée de vouloir remplir le vide en permanence. Et finalement, on y est amené ou incité fortement. Ce qui n'était pas le cas avec la télé, parce que après, elle pouvait rester en permanence quand même, mais c'était pas quand on sortait, elle n'y était plus. Effectivement. Oui, il y a des effets peut-être comme Madame Tartas aura envie de développer plus, mais il y a ce côté repos cérébral, n'est pas dans le sens repos. Il ne se passe rien, il ne se passe jamais rien, d'ailleurs dans le cerveau, y compris quand il est au repos. Et on manque de données sur ce que donne l'absence d'activation finalement, ou la diminution d'activation d'un réseau qu'on appelle le réseau neuronal par défaut, qui s'active lorsque nous ne sommes pas en train de faire une tâche volontaire et qui serait impliqué dans la créativité, l'imagination, qui nous permet en fait d'être dans l'introspection et dans la projection vers le futur, dans l'analyse du passé, dans la création de nouvelles formes de pensée peut-être. Et le fait d'avoir en permanence ou de façon quasi continue des stimuli externes fait que ce réseau ne peut pas s'activer. Et voilà, je ne sais pas si ma collègue a peut-être des données ou des données de recherche récentes à partager. Moi, je n'en ai pas vu. Ce sont plutôt des discussions avec des enseignants qui pointent l'alerte sur ce sujet-là en disant, je donne un exemple qu'on m'a rapporté, une enseignante qui étudie un ouvrage avec ses élèves, une littérature, un livre, qui est adapté au cinéma. Et donc, elle emmène sa classe au cinéma pour voir le film dont est tiré le film tiré du livre, et à la sortie, elle demande à ses élèves, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça ressemble à 12 images que vous étiez créées, formées, après quand nous l'avons étudié? Et la majorité des élèves la regardent en disant, on n'avait pas d'image, en fait, dans la tête. Donc, voilà, l'enseignante le rapporte tel quel, en disant, que s'est-il passé? La littérature grise ne suscite plus de construction visio-spatiale, c'est assez désarmant. Je pense qu'il y a un vrai sujet de recherche pour le coup à faire sur ces nouvelles générations, mais ma collègue a peut-être des choses à ajouter. Ça me fait penser à la question de l'ennui aussi. Du coup, on peut s'interroger parce que c'est vrai que ces outils font une sorte de chasse à l'ennui, alors que l'ennui a des vertus aussi. Ça rejoint peut-être ce que vous dites, Valérie Tartas. Oui, il y a pas mal de travaux sur le jeu libre, par exemple, chez l'enfant, qui pointent cette idée que le fait de jouer, même sans matérialité, même le fait de ne pas avoir d'objet qui sert à jouer, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les enfants parce que justement, ils s'inventent des objets, ils les trouvent dans leur fond de poche ou je ne sais. Mais en tous les cas, ils vont imaginer à partir de rien, disons, plein de choses possibles. Alors qu'effectivement, sur les temps extrêmement structurés, la difficulté, c'est que c'est pas eux qui imaginent, mais on imagine pour eux. Donc, il y a effectivement cette idée de ne pas être acteur qui, on sait, le fait de ne pas agir, de ne pas pouvoir avoir des espaces finalement disponibles pour faire ce qu'on a envie de faire à un moment donné, tout en étant cadré à minima. Disons, ça, c'est assez néfaste pour la personne. Donc ça, et quel que soit l'âge. Je pense que là aussi, il y a des travaux à mener autant chez les jeunes enfants que chez les personnes, quel que soit leur âge. On sait aussi qu'il y a des temps indisponibles de plus en plus pour les personnes plus âgées, par exemple, et que ça a des conséquences. Donc je pense que quel que soit le moment du développement, il y a des effets qui peuvent être à la fois bénéfiques ou négatifs, voire très néfastes. Je pense que, comme toute invention innovante, technique, technologique, il y a l'idée du pharmacon, c'est-à-dire c'est à la fois le remède et puis le poison. Donc tout dépend effectivement comment on l'utilise, avec qui, à quelle finalité. Et là, on parle des enfants en général. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des milieux sociaux? Est-ce que vous avez, dans les différentes études que vous avez consultées, est-ce qu'il y a, on note des différences? Et si oui, quelles sont-elles? J'ai en tête un travail de Jonathan Haidt aux États-Unis qui pointe vraiment cette idée que les familles les plus défavorisées sont celles les plus touchées par les impacts et les mauvais usages, entre guillemets, ou en tout cas des usages qui ne sont pas accompagnés, avec des temps qui sont aussi non régulés, et du coup ça a des conséquences plus importantes, alors que les milieux dits favorisés auraient tendance à être moins touchés. Donc ça, c'est plutôt sur des travaux récents qu'il a fait sur des pré-ados, par exemple.
Oui, d'où un enjeu que peut-être l'institution scolaire s'empare de cette question de l'éducation aux médias et le fait que c'est un problème sanitaire, comme vous le décrivez et vous le dénoncez, Servane Mouton. Oui, c'est un sujet qui revient, le problème des inégalités sociales est un sujet qui traverse finalement tout ce qui concerne l'environnement d'un enfant, d'un adolescent et même d'un adulte. Il semble que l'environnement numérique aujourd'hui représente un nouvel élément à considérer dans l'accroissement du fossé en fait, entre les différentes classes sociales, avec un mésusage ou un usage inapproprié qui est plus fréquent et plus massif dans les foyers les moins favorisés, mais en gardant quand même à l'esprit que tous les foyers peuvent être concernés par un mauvais usage. On a vu notamment pendant les périodes de confinement des cadres supérieurs qui étaient en télétravail et qui mettaient des enfants tout petits devant des dessins animés parfois plusieurs heures dans la journée pour pouvoir travailler. C'était une période particulière, les confinements, mais néanmoins, ce sont des choses qu'on a vues aussi en dehors du confinement et qu'on voit en dehors du confinement. Et les orthophonistes qui reçoivent des enfants avec trop de l'oralité, même si elles constatent cette place des inégalités sociales dans leur recrutement, on va dire, voient aussi ces situations dans des foyers qui sont très, très favorisés sur le plan matériel. Alors dans une certaine vision du futur, on pourrait imaginer que les écrans, le numérique et en particulier l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, soient implantés même directement dans les cerveaux pour corriger ou augmenter les capacités scolaires des enfants et de leurs parents pour qu'ils puissent travailler par exemple. C'est ce que l'ICAM a imaginé dans cette nouvelle de science-fiction qui s'appelle Amécog. Quel âge a votre fille ? 12 ans. C'est l'âge minimum requis pour l'installation d'un implant cérébral. Vous avez conscience que nous préconisons plutôt une installation autour de 16 ans, un âge où la maturation du cerveau est plus avancée. Oui, on nous l'a déjà dit. Pourquoi voulez-vous que votre fille soit implantée ? Elle a des difficultés à l'école et nous n'avons pas la disponibilité pour l'accompagner dans ses apprentissages. Avez-vous identifié quelles sont ces difficultés ? La neuropsychologue nous a dit qu'elle n'avait pas trouvé de problème, mais Lina peine à suivre en classe. Elle apprend à la maison ? Oui. C'est peut-être la cause de ces difficultés ? Nous travaillons tous deux à domicile et n'avons pas le temps pour la déposer à l'école qui se trouve assez loin. Vous êtes tous deux implantés ? Oui. Combien d'améliorations ? 3 pour moi et 5 pour mon mari. Amécog est un implant pour les enfants qui ne présentent pas de graves problèmes d'apprentissage. Il est connecté à des IA calibrés pour des jeunes de l'âge de votre fille. Parfait. Sachez néanmoins que sa personnalité pourrait s'en trouver un peu modifiée. Votre fille sera plus posée, plus calme. Nous connaissons les effets secondaires. Vous avez également conscience qu'elle devra porter des implants toute sa vie. Oui. Très bien. Veuillez prendre rendez-vous pour l'opération auprès de l'IA gestionnaire de la clinique. Texte, Icam. Voix, Corinne Marmoton. Sound design et réalisation, Christophe Ruetsch. Utopie ou dystopie, je vous laisserai en juger chacune. N'y aurait-il pas néanmoins des usages éducatifs possibles des écrans ? Certaines études montrent le développement de compétences spécifiques quand on joue aux jeux vidéo, par exemple, vous en parliez tout à l'heure Valérie, ou bien le développement de la créativité, c'était Servane qui en parlait également. Y a-t-il un consensus sur ce sujet du numérique dans l'éducation ? Que pouvez-vous nous en dire l'une et l'autre ? Allez, peut-être Valérie pour commencer. Il n'y a pas non plus de consensus, c'est-à-dire si on regarde les études les unes après les autres, il y a quand même des choses intéressantes qui montrent
Par exemple, on a travaillé pas mal sur l'apprentissage collaboratif, sur l'idée que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils travaillent ensemble que séparément, par exemple, sur certaines tâches complexes. Et on a essayé de travailler la compétence argumentative, parce qu'on sait que le fait de défendre un point de vue face à d'autres qui pensent pas pareil, déjà tolérer qu'il y ait plusieurs personnes qui pensent différemment, c'est une chose. Et puis quoi faire justement avec les idées des uns et des autres. Et on a pu montrer que grâce à certains logiciels qui sont éducatifs, qui sont faits avec l'idée de déposer des hypothèses de recherche à l'intérieur, disons, de ces logiciels, on offre des possibilités aux enfants de pouvoir aller plus loin que ce qu'ils sont capables de faire sans. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que c'est révolutionnaire et que... voilà, mais en tous les cas, c'est intéressant de comprendre les mécanismes qui sont en jeu, et notamment la capacité de pouvoir développer un argument, de pouvoir justifier sa pensée, de pouvoir aussi faire un travail sur les sources, notamment arriver à dénoncer certaines sources qui ne seraient pas fiables, etc. Donc, il y a l'idée que ça peut venir en appui. Comme un outil. Voilà, comme un outil intéressant, à la fois pour mieux s'écouter, mieux se comprendre, mieux dialoguer, et puis surtout pouvoir revenir sur ses propres propos, ce qui n'est pas le propre de l'oral, puisqu'on a du mal, mais là justement les outils numériques sur lesquels on se base, c'est des systèmes de chat écrits où justement l'élève peut, grâce au travail que fait l'enseignant avec lui sur ces échanges, mais on peut justement revenir sur les discussions et se rendre compte même peut-être qu'en cours de discussion on a changé d'avis, et donc de pouvoir aussi expliquer pourquoi, comment, etc. Donc ça, c'est un aspect dynamique qui est assez intéressant et qui est aussi, alors là, il y a pas mal de travaux qui montrent que le fait de passer au numérique ou de passer à certains outils numériques, il y a un engagement dans la tâche qui est plus important, une motivation chez notamment les pré-ados, qui est aussi plus importante que la même tâche, on va dire, pas habillée numériquement. Donc, il y a un petit côté quand même un peu sexy qui peut être incitatif. Qui peut être incitatif. Mais là encore, on est sur des usages, on va dire, raisonnés, qui sont cadrés, etc. Et très accompagnés. Qui ne sont pas ceux, sans doute, qui sont laissés comme ça avec à la un main implant dans la tête. Voilà. Servane, peut-être, si vous vouliez réagir aussi sur l'extrait ou sur cette possibilité d'outils éducatifs, que serait le numérique. Sur l'outil éducatif, je rejoins ma collègue. Les effets bénéfiques, alors quand on regarde le côté macro ou quelques études, sont montrés qu'il peut y avoir un effet bénéfique, mais qui est très variable selon le type d'objectif pédagogique, mais également selon l'élève, selon l'enseignant, selon les conditions dans lesquelles ils sont utilisés. Donc, il me semble que ce qu'on peut dire sans dire de bêtises, ni en les disant que c'est pas bien du tout, ni en disant que c'est formidable, c'est que c'est pas un outil magique en fait. C'est que ça peut être un outil pédagogique, oui, mais vraiment à réfléchir selon ce que l'on veut enseigner, dans quelles conditions, à quel élève, etc. Après, je pense qu'il faut quand même toujours avoir à l'esprit des effets sur la santé physique. Le côté visuel doit être pris en considération. Les effets sur le sommeil, si on veut faire travailler un enfant ou un adolescent sur un écran le soir, ça me semble être problématique. Et donc, voilà, il faut réussir à intégrer ça quand on discute ou quand on envisage de faire travailler pour l'école sur un écran, sur un outil numérique. Et puis, également, considérer, quand on veut les faire travailler à la maison sur un outil numérique, que c'est un outil qui va leur permettre d'accéder aussi au récréatif. Et ne pas avoir cette espèce d'idéal en disant, nous, on demande de travailler sur l'écran et non pas de jouer. Alors, voilà, on n'est pas responsable des dérives qu'il peut y avoir à la maison. Voilà, c'est mettre des œillères en ne voulant pas voir qu'on pourra aussi aller sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo en ligne et sur YouTube et compagnie quand on est en train de travailler sur son ordi, et qu'il n'y a pas toujours un parent, un adulte à côté qui à la fois maîtrise l'outil et en plus est disponible pour vérifier qu'il n'y a pas justement de dérapage vers d'autres usages. Donc, pourquoi pas cet outil dans des conditions très particulières, avec un enseignant qui est bien formé, qui a un objectif très précis, pour un temps limité, etc. J'imagine que, bien sûr, c'est une technologie qui peut avoir un intérêt, mais en ayant vraiment défini et balisé le contexte dans lequel ils sont utilisés. Oui, avoir toutes ces hypothèses en tête quand on l'utilise, quoi. Quand on définit le cas d'utilisation, et puis aussi, je voudrais amener là ce questionnement, c'est ce côté impact environnemental de la technologie numérique,
oui, c'est une innovation technologique, mais qui est loin d'être et dématérialisée et neutre sur le plan environnemental. Ce sont des métaux qui sont extraits dans des mines, dans des conditions souvent malheureusement effroyables. Ce sont des déchets électroniques, c'est de la consommation d'eau, d'énergie. C'est aussi tout cela, le numérique. Et donc, quand on le déploie, que ce soit dans nos vies privées ou professionnelles ou pour l'éducation ou même dans le domaine de la santé, où il y a une forte incitation à la numérisation, je crois qu'il faudrait qu'en tant que pays riche, en tout cas sans trop soucis économiques aujourd'hui, prendre en considération toutes ces externalités négatives, c'est le mot politiquement correct, et qui sont quand même parfois très préoccupantes avant justement de définir ce déploiement. Tout à fait. Absolument. Et du coup, pour revenir sur cette question de la régulation, récemment, la fin janvier, les députés français ont voté une nouvelle loi qui vise à l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, qui vise aussi l'interdiction de l'utilisation du smartphone dans les lycées. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Est-ce que cette idée d'interdire, ça va permettre peut-être de mieux réguler, de faciliter, je dirais, la vie des parents, notamment la vie aux parents, pour mettre peut-être des limites. Et d'un autre côté, deuxième question, par rapport aux industriels, puisque eux aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ces réseaux sociaux, ils tombent pas du ciel, ils sont produits par ce qu'on appelle les GAFAM, donc toutes ces grandes sociétés californiennes, essentiellement, qui visent justement, à travers leur modèle économique, à rendre accros les jeunes. Est-ce que une loi de cette nature peut changer les choses, d'après vous ? Servan Mouton, peut-être pour démarrer, ou Valérie ? Allez, Servan. Alors, une loi, une interdiction. Alors en France, on n'aime pas trop les interdictions. En plus, culturellement, oui. Culturellement, ça passe mal. Ça passe mal, mais néanmoins, alors, il me semble que, y compris dans l'éducation, mettre des interdits ou des barrières fait partie du processus. On n'a pas le droit de taper sur son voisin, on n'a pas le droit de voler ce qui appartient à celui qui nous voisine aussi, mais qui ne nous appartient pas. Donc l'interdit en lui-même n'est pas forcément quelque chose à bannir. Ensuite, mais en ce qui concerne plus spécifiquement les réseaux sociaux, je pense que c'est un des outils à mobiliser. Aujourd'hui, presque pas faute de mieux, mais en tout cas un des outils dans cette situation extrêmement complexe où on peine en fait à faire en sorte que les véritables responsables que vous venez de pointer, c'est-à-dire ceux qui déploient ces interfaces maniant l'économie de l'attention avec toute la beaucoup de dextérité. Beaucoup de dextérité, ne se plient pas aux réglementations en vigueur, en l'occurrence le DSA, le Digital Service Act, qui demande théoriquement que n'existe plus, que ne fonctionnent plus des interfaces manipulatrices, trompeuses, enfermantes. Mais on est porté de constater que la mise en application de ce DSA est extrêmement difficile parce que ce sont des entreprises extrêmement puissantes, extrêmement riches, extrêmement tout, et qu'elles vont faire traîner les choses le plus possible pour ne pas se mettre en conformité, d'autant que, encore une fois, c'est le modèle économique sur lequel elles reposent. Donc, se mettre en conformité, ça veut dire arrêter finalement quasiment leur commerce. Donc, je ne peux pas imaginer qu'elles le feront dans un délai assez court. Et d'ici là, il faut réussir à protéger nos pré-ados, ados et même les adultes de ces problèmes. Donc, l'interdiction est une sorte de signal fort qui donnera, je crois, un élément de plus aux parents en termes d'information, en disant que ce sont des produits qui ne sont pas anodins, on veut en protéger les plus jeunes, et donc ils sont légitimes en tant que parents à dire « tu ne dois pas être dessus, je ne suis pas d'accord ». Et donc, parce qu'aujourd'hui la loi existe, dans les conditions générales d'utilisation, c'était interdit avant 13 ans, ou alors avec accord parental, et sinon à partir de l'âge de 15 ans. Mais pratiquement personne n'appliquait cela et n'était réellement au courant. Donc finalement, ça a permis d'en faire bien parler, et beaucoup de parents m'ont dit, en tout cas, ça va nous aider à rester campés sur nos positions quand on dira non, nous ne sommes pas d'accord. Ça n'empêchera pas des contournements, faut pas être dupe, mais en tout cas, ça participera de la dénormalisation aussi de l'accès à ces contenus de la part des plus jeunes, plutôt que de dire tout le monde est dessus, donc c'est normal, je vais être exclu. Ce sera celui qui est dessus, il est hors la loi finalement. Et donc, l'idée, c'est que le curseur se déplace vers un non-usage par les plus jeunes de ces contenus problématiques, finalement.
Valérie Tartas, sur cette idée oui, de l'interdiction. Je suis assez d'accord que effectivement, c'est pas les enfants qu'il faut punir entre guillemets, c'est plutôt les industries et puis les opérateurs. On n'en parle jamais, mais il y aurait aussi des leviers, je pense, sur les aspects de régulation à différents niveaux institutionnels, que ce soit les créateurs de ces outils et puis l'économie qu'il y a derrière, comme ceux qui les diffusent. Finalement, il pourrait y avoir des systèmes de régulation à chaque étape. L'interdiction, il y a des retours quand même sur quelques pays qui ont aussi commencé à interdire. Donc, ça se passe je pense qu'il faut aussi un peu s'en saisir. Mais c'est vrai que c'est controversé. Le fait d'interdire, c'est quelque chose qui peut être vu aussi comme désengageant sur le plan de la régulation, alors que finalement, il y a tout intérêt à ce que les adultes régulent à quelque niveau que ce soit. J'entendais récemment, par exemple, dans un lycée où justement certains comportements étaient problématiques au regard des écrans à la récréation, puisque c'est permis dans les lycées, mais pas dans les cours. Et où finalement, en faisant réfléchir les jeunes avec tout le staff responsable de l'établissement, ils en sont arrivés à déterminer des lieux spécifiques et aussi des temps sur l'idée de ne pas du tout avoir d'écran et de ne pas avoir recours à leur smartphone. Donc je trouvais ça intéressant aussi quand c'est laissé à la main des institutions avec l'idée que les jeunes peuvent aussi réfléchir d'eux-mêmes avec un cadrage évidemment des adultes, mais il y a quand même cette idée de négocier, de pouvoir partir aussi du questionnement en fait de à quoi ça nous sert, pourquoi on va vers ces outils-là, à quel moment, voilà. Imaginez des zones scrollers comme on a les zones fumeurs, pourquoi pas. Alors pour prolonger ces discussions, nous vous donnons rendez-vous le 25 mars prochain à la médiathèque Cabanis à Toulouse pour assister au procès des écrans. Dans le cadre du Printemps de l'Esprit Critique, une opération nationale portée par Universcience et l'AMSTI, le réseau français des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Et si vous n'avez pas la chance d'habiter Toulouse ou sa métropole, nous vous recommandons le texte de Servane Mouton, « Enfants et écran, un désastre sanitaire, il est encore temps d'agir », publié dans l'indispensable collection Tract aux éditions Gallimard. Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Valérie Tartas et Servane Mouton. Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire et merci aussi à l'ICAM, Christophe Ruetsch et Corinne Mariotto pour leur création sonore. Détour vers le futur, un podcast du Quai des Savoirs présenté par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, préparé avec l'aide de Françoise Vissac. À la réalisation, Arnaud Maisonneuve, prise de son, Laurent Codoul. Merci à vous deux. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Détour vers le futur. Et en attendant, vous pouvez réécouter ce podcast et tous les autres sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer et abonnez-vous pour ne manquer aucun nouveau Détour vers le futur. À très bientôt.